Bien le bonsoir, bienvenue. On est dimanche, et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, exactement. Excusez-moi mes pépites, on est dimanche, du coup, il fallait que l'intro sorte, il fallait qu'elle sorte. J'espère que vous êtes tout aussi excités que moi et heureuse de me retrouver chaque soir, et ce, jusqu'au 31 octobre. Ça me fait quelque chose de vous retrouver tous les soirs, je trouve que, voilà, ça crée une petite atmosphère, on se rapproche, et c'est pas pour me déplaire. J'espère que vous êtes bien installés. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. J'espère que vous êtes prêtes à frissonner. Allez, c'est parti pour la première histoire. Son sourire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je m'appelle Charlotte. Ce n'est pas mon vrai prénom pour être honnête et je préfère garder l'anonymat si ça ne vous gêne pas. J'ai 31 ans et c'est la première fois que je partage cette histoire. Et rien que de l'écrire, ça me bouleverse encore. C'est un souvenir d'enfance qui m'a marqué à jamais et qui m'a fait découvrir, malgré moi, le monde du paranormal. Pour préserver l'anonymat, j'ai changé certains prénoms. J'avais 10 ans à l'époque. Une copine de classe avait invité quelques filles pour fêter son anniversaire dans leur maison de campagne. Au programme, gâteaux, maquillage, danse, soirée pyjama et histoires qui font peur. Bref, un week-end qui s'annonçait joyeux. Mais sa mère était particulière. Elle se vantait de croire aux esprits, de pratiquer des médecines parallèles. La maison, elle, appartenait autrefois à sa meilleure amie, morte 2 ans plus tôt d'un cancer. Je me rappelle encore mon arrivée. C'était une grande bâtisse en bord de route, presque comme un manoir. Dans le jardin, tout au fond, un énorme mur de pierre se dressait. J'ai eu immédiatement un sentiment d'enfermement. Comme je suis claustrophobe depuis petite, ça m'a mise très mal à l'aise. Comme si ce mur voulait se rapprocher encore et encore. En entrant, un détail m'a glacée. L'escalier. Impossible de ne pas le fixer. Comme si une présence m'y observait. Juste à côté, il y avait une petite pièce avec un piano et derrière, une porte qui, d'ailleurs, je n'ai jamais su où elle menait. Là encore, mon regard restait accroché à ce piano, comme attiré malgré moi. Avant de partir, ma mère avait bien dit, à la maman de ma copine, ne leur racontez pas d'histoire d'esprit. Évidemment, elle n'en a rien fait. La journée s'est déroulée sans problème. Gâteau, danse, maquillage. Mais le soir, tout a basculé. Nous étions installés dans le salon, et la maman s'est mise à parler de sa meilleure amie disparue, qu'elle appelait C. Elle disait qu'elle veille sur la maison. Plus tard, ma mère m'a confirmé que c'était vrai, que C était bien décédée d'un cancer 2 ans auparavant dans la maison. La maison était presque devenue un mausolée, des photos de C partout, dans chaque pièce. Les autres filles n'y prêtaient pas attention, mais moi, je ne voyais que ça. Et cette impression persistante, des yeux braqués sur moi, depuis l'escalier. Puis vint le moment de dormir. Les chambres étaient toutes à l'étage. L'ambiance était lugubre, froide. À droite, en haut de l'escalier, la chambre jaune, l'ancienne chambre de C, là où elle est partie. Plus loin, un couloir avec une salle de bain et 2 chambres en enfilade. Et devine, c'est moi qui ai hérité de la chambre jaune. Les murs, tapissés de jaune, un grand lit à baldaquin, un petit lit à côté. Nous étions 3 à dormir là. Mes 2 copines ont choisi le grand lit et moi, j'avais le petit. La chambre était glaciale, saturée de photos de C. On avait toute peur à cause des histoires de fantômes racontées par la mère, mais moi, c'était différent. Ce n'étaient pas les histoires, c'était la maison qui me terrifiait. Et cette chambre, et ce regard invisible qui ne me lâchait pas. Les 2 autres se sont endormis vite. Moi, impossible. Je tremblais, recroquevillée sous ma couverture. Et puis, l'envie d'aller aux toilettes est arrivée. Je résistais, mais au bout d'un moment, impossible de me retenir. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis sortie dans le couloir. C'est là que je l'ai vue. Une femme, debout, qui me souriait. Rien que de l'écrire, j'ai la chair de poule. Je revois son sourire, figé, presque trop grand. J'ai couru comme une folle, m'enfermer dans les toilettes. J'y suis restée un long moment, peut-être une demi-heure, paralysée. Quand j'ai fini par sortir, elle était encore là, entre l'escalier et ma chambre, toujours avec ce sourire. Elle ne bougeait pas, mais j'avais l'impression qu'elle savait que je la voyais. Je ne sais toujours pas ce qu'elle me voulait, mais j'étais pétrifiée. J'avais froid et ce sourire calme qui est resté depuis ancré dans ma mémoire.
J'ai rassemblé tout mon courage de gamine de 10 ans et j'ai couru à toute vitesse pour retourner dans la chambre, fermer la porte et me cacher sous ma couette. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À un moment, j'ai entendu des notes de piano lointaines, comme si quelqu'un jouait dans le salon du bas. Une de mes copines s'est réveillée. « Oh, les autres jouent du piano ? Elles ne veulent pas dormir ?» J'ai répondu « Elles vont bientôt s'arrêter. » Mais au fond, je savais très bien que ce n'était pas elles. Le matin est enfin arrivé, mes parents devaient venir me chercher et je ne tenais plus en place. Quand ils sont entrés, j'étais vidée, les traits tirés et je n'avais pas dormi une minute de la nuit. En descendant, j'ai jeté un dernier regard vers l'escalier. Elle était encore là, debout, immobile, avec le même sourire. Elle portait une longue robe claire, un peu passée, avec un grand col en dentelle qui encadrait son visage. Ce détail, figé dans le temps, m'a glacé encore plus que son sourire. Ma mère m'a pris par la main et m'a glissé doucement. « Toi aussi, tu l'as vu ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre, mais sur le chemin du retour, j'ai fini par lâcher. Elle m'a fait très peur. Ma mère, qui ne m'avait jamais parlé des morts ou des esprits jusque-là, a juste hoché la tête. Puis elle m'a dit « Tu es comme moi. Tu as une sensibilité. Certaines âmes refusent de partir, elles préfèrent rester là, errer dans leur maison. Elles s'accrochent alors à ceux qui les voient. Je te promets qu'elle ne te fera plus jamais rien. » Je n'ai jamais osé demander à ma mère les attentions de C à mon égard, mais je suis persuadée qu'elle les connaissait. Depuis cette sensibilité, je la ressens toujours. Oui, quand j'entre quelque part, je sais s'il y a quelqu'un, et en un regard, nous nous comprenons avec ma maman. Mais je refuse de cultiver ça. Je ne veux pas communiquer ni donner d'attention, parce que même adulte, ça me fait encore trop peur. J'ai adoré ton histoire, ma pépite. J'étais plongée dedans. Je voyais l'escalier, je voyais la dame avec son sourire. J'ai tout vu. C'était extrêmement bien raconté. J'espère que vous aussi, mes pépites, vous avez adoré le moment. Je vous laisse me dire ça en commentaire, bien évidemment. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Je n'aurais jamais dû aller chez cette femme. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je voulais te raconter cette histoire qui m'est arrivée à moi et à ma meilleure amie Léa. Nous étions adolescentes, Léa et moi, insouciante encore sur le chemin de l'école. C'est là qu'une femme nous interpelle. Son téléphone, disait-elle, ne fonctionnait plus. Elle nous demande de l'aide, mais pour cela, il fallait la suivre jusqu'à chez elle. Sans réfléchir, j'ai accepté. J'étais trop gentille, trop naïve. Léa, elle, avait tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Elle m'avait dit de ne pas y aller. J'aurais dû l'écouter. La maison se dressait au bout de la rue, sombre et délabrée. Dès que je l'ai vue, un frisson m'a parcouru l'échine. Les volets grinçaient, la façade semblait écrasée par le temps. Quand nous avons franchi le seuil, un froid étrange nous a enveloppés. Léa s'est figée. À l'étage, derrière un escalier poussiéreux, une porte fermée avec un gros cadenas semblait nous observer. « Ce n'est rien, t'inquiète Léa », ai-je soufflé, tentant de me convaincre moi-même. La femme nous a fait asseoir et pose devant nous 2 verres remplis d'un jus trouble. J'ai bu sans méfiance. Léa, elle, a refusé. Ses yeux disaient tout. Elle n'avait aucune confiance en cet inconnu. La dame s'est mise à parler. Ses phrases décousues, évoquant un accident. Ses gestes sont devenus brusques, violents. Elle frappait la table avec un torchon comme si quelque chose l'habitait. J'ai senti mon cœur cogner dans ma poitrine. J'étais persuadée qu'on ne sortirait jamais plus de cette maison. Puis, miracle, mon professeur m'appelle sur mon téléphone, inquiète de ne pas nous voir arriver à l'école. Ce fut l'excuse parfaite. Nous avons dit qu'il fallait qu'on parte vite. La femme nous a fixés d'un regard étrange, presque inhumain. Nous avons reculé et enfin franchi la porte. Mais Léa s'est retournée avant de sortir. Ses yeux se sont écarquillés, figés d'effroi. Elle a blêmi. J'ai dû l'attraper par le bras pour la tirer dehors. Plus loin, elle me révèle ce qu'elle a vu. Une silhouette grotesque, un clown immobile derrière la fenêtre qui nous observait. Troublante, Léa renverse le verre qu'elle avait refusé. Brusquement, je me suis sentie vaciller, malade. Peut-être à cause du jus trouble que j'ai bu quelques minutes auparavant. Léa, elle, ne se sentait pas mal du tout. Heureusement d'ailleurs, elle m'a soutenue jusqu'à l'école. Nous étions paniqués, je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Plus tard, j'ai raconté toute l'histoire à ma professeure et je lui ai montré la maison.
Le lendemain, elle est revenue me voir. Elle avait fait des recherches sur la maison. Elle nous a dit que la maison était abandonnée depuis des années. Et pourtant, nous avons bien vu la femme. Quelques mois plus tard, le cauchemar a continué. Dans la rue, à la gare, elle était là. La même femme qu'on avait vue des mois auparavant. Elle marchait devant nous, mais d'une démarche anormale, presque surnaturelle, trop raide pour être humaine. Nous avons tenté de la suivre, courant pour la rattraper même, mais au détour d'un virage, plus rien. Elle s'était volatilisée. Depuis ce jour, je ne peux pas l'oublier. Ses yeux, son regard, la boisson empoisonnée, le clown à la fenêtre et cette maison vide et abandonnée, d'après ma professeure, depuis longtemps. Je prie chaque jour de ne jamais la recroiser. Maison abandonnée ? Déjà, heureusement que la professeure vous a appelé et elle est investie comme ça. Faites que mes enfants ont une professeure aussi investie que la vôtre. Mais surtout, mes pépites, s'il y a des jeunes pépites qui me regardent, ne jamais suivre un inconnu. Jamais, jamais, jamais. Même si c'est une femme, même si elle est apeurée, même si vous ne suivez personne et vous ne rentrez chez personne. On va se dire que c'est pas paranormal, ok ? Malgré le fait que ça soit très bizarre, on s'entend. Imaginez juste si cette femme, c'était une femme, parce que souvent on fait un peu plus confiance aux femmes qu'aux hommes. Et donc du coup, cette femme est là pour attraper les appâts, les ramener dans la maison parce qu'on fait un peu plus confiance. Et le clown, c'était peut-être un tueur en série. C'était peut-être ça, mes pépites. Ne suivez jamais d'inconnus. Ne rentrez jamais chez des inconnus parce que vous ne pouvez pas savoir les intentions. Même si vous avez l'impression que la personne est cool et chill, restez en dehors. Ne rentrez pas. Et surtout, et ça, ne buvez jamais, au grand jamais, quelque chose qui vient d'un inconnu. Vous ne savez pas. Et vous, tu vois, la boisson t'a rendu bizarre. Dieu merci que cette histoire s'est bien terminée. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième et déjà la dernière histoire. Esprit manant, sortez d'ici. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, aujourd'hui je vais te raconter une histoire paranormale que j'ai vécue avec mon petit frère et je te garantis que ça va te donner des frissons. Pour commencer, je vais te présenter rapidement les personnages présents au moment des faits, avec des prénoms fictifs bien évidemment. Moi je m'appelle Maïssa et à l'époque j'avais 17 ans. Mon petit frère Mehdi avait 10 ans. Nous étions entourés de la famille paternelle de Mehdi, donc il y avait sa tante Assia, ainsi que ses deux enfants Anis et Anissa. Étaient également présents les demi-frères de Mehdi, Sofiane et Youssef. Bref, ça faisait un beau petit monde, avec des âges allant de 10 à 25 ans. Tout semblait parfait pour passer une bonne journée, du moins c'est ce qu'on croyait. Venons-en aux faits. Mehdi et moi avions été invités chez Assia. C'était peu de temps après Halloween. Et il faut savoir qu'Assia habite dans une zone pavillonnaire assez tranquille. Et les chambres étaient situées à l'étage supérieur. La journée avait bien commencé, on a déjeuné avec eux et tout se passait normalement. Vers 14h, c'est là que tout a commencé à déraper. On a eu la très mauvaise idée de jouer à un Ouija. Anis et Anissa avaient déjà préparé le plateau de Ouija, prêt à être utilisé. On s'est donc assis autour de la table avec un verre placé au centre. Il fallait que 4 personnes posent leurs doigts sur le verre et j'ai décidé de participer avec Anis, Anissa et Sofiane. Anis faisait office de maître du jeu. C'est lui qui posait les questions. On commence donc. Mais au fur et à mesure des questions, il ne se passe rien. Le verre ne bouge pas d'un millimètre. On attend, on insiste, mais toujours aucune réponse. Finalement, on décide d'arrêter, un peu déçu et surtout soulagé que rien de bizarre ne se soit produit. Du moins, c'est ce qu'on pensait à ce moment-là. Environ une demi-heure après notre petite séance de Ouija, mon petit frère Mehdi est descendu au sous-sol avec notre tante Assia. La cuisine se trouvait là-bas et ils étaient juste allés chercher quelque chose à grignoter. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un bruit assourdissant retentisse. Une sorte d'assiette remplie de fruits s'est soudainement envolée et s'est fracassée contre le mur. Mehdi, terrorisé, est remonté en courant à toute vitesse. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts. Il ne disait pas un mot, comme s'il n'avait pas osé en parler. De son côté, Assia est restée en bas, plutôt calme, pour nettoyer les morceaux d'assiette brisés. Ce qui est étrange, c'est que Mehdi n'a jamais parlé de ce qui s'était passé dans ce sous-sol. Pas même
un mot. Il était trop effrayé pour dire quoi que ce soit. À ce moment-là, je n'ai pas prêté attention à son silence. Mais je me rends compte maintenant que c'était le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. Avant de continuer, il faut que je mentionne un petit détail. Plus tôt, dans l'après-midi, Mehdi et moi avions fait un mug cake et mon verre était posé sur la table du salon. Ce détail semble anodin pour l'instant, mais il aura son importance plus tard. Après le dîner, Mehdi et moi étions assis, prêts à partir, déjà habillés. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Youssef voulait passer un appel, mais son téléphone a commencé à bugger. Il essayait de composer les numéros, mais à la place, les chiffres 777, 888 et 666 s'affichaient en boucle sur l'écran. Étonné, il a essayé d'envoyer un message à la personne qu'il voulait appeler, mais là encore, le téléphone ne réagissait pas. Même lorsqu'il ne touchait pas l'écran, les chiffres continuaient à apparaître. Ce qui était encore plus bizarre, c'est qu'en penchant le téléphone vers la gauche, les lettres devenaient plus fluides, comme si quelque chose essayait de communiquer. C'est à ce moment-là qu'Anis a demandé à haute voix « Est-ce que quelqu'un est avec nous et veut entrer en contact ?» Et là, l'écran a soudainement affiché un V, comme pour dire « vrai ». Intrigué, Anis a poursuivi « Si tu veux nous parler, utilise ce téléphone. » Mais l'écran a immédiatement affiché un X pour dire non. Juste après, une série de flèches pointant vers le haut sont apparues. Devine vers quoi ces flèches pointaient, Cam. Elles étaient dirigées directement vers la table où le plateau de Ouija était posé. Nous avons tous compris ce que cela signifiait. Anis a alors demandé « Est-ce que tu veux que nous retournions faire une séance Ouija ?» Et là, plusieurs V se sont affichés à l'écran, confirmant que l'entité souhaitait communiquer par le plateau. C'est ainsi que nous avons finalement décidé de refaire une séance de Ouija. Mais cette fois-ci, c'était bien plus qu'un simple jeu. Anis, toujours maître du jeu, a commencé à poser les questions habituelles. Esprit, es-tu là ? Cependant, nous savions que personne n'avait déplacé le verre intentionnellement. Nous étions tous en train de jurer que ce n'était pas nous. C'était à cet instant-là que l'atmosphère dans la pièce a radicalement changé. Après ce premier mouvement, Anis a décidé de continuer et a demandé à l'entité « Est-ce qu'on te connaît ?» Le verre est resté fermement sur le oui. À ce moment-là, une seule personne nous est venue à l'esprit, une personne proche de nous, décédée il y a quelque temps, le père de Mehdi, Youssef et Sofiane. Nous en avons donc déduit que c'était lui. Mais Anis voulait en être certain. Il a alors posé une question plus précise. « Est-ce que c'est toi, Ali ?» Encore une fois, le verre est resté sur le oui. Nous étions de plus en plus troublés, mais Anis a voulu écarter tout doute. Il a alors demandé à l'entité l'année de naissance d'Ali, pour voir si elle correspondait. Le verre a lentement glissé jusqu'à former un 1970, qui était effectivement l'année de naissance de leur père. Nous étions figés, sachant désormais avec certitude que quelque chose d'inexplicable se passait. Nous sommes restés là, figés, pendant 2 ou 3 minutes, incapables de prononcer un mot. Nos regards se croisaient, mais personne ne savait quoi faire ni quoi dire. L'atmosphère était devenue lourde, presque suffocante. C'est alors que quelque chose a commencé à sembler étrange. Comme tu le sais, Cam, les âmes des défunts ne peuvent pas entrer en contact avec nous de cette manière. Un malaise grandissant s'installait en nous. C'est à ce moment-là qu'Anis a posé la question fatidique. « Est-ce que tu es un esprit gentil ?» Le verre a gentiment glissé vers le « non ». Cette réponse nous a plongés dans la panique totale. Nous étions tous en état de choc, réalisant que l'entité avec laquelle nous avions été en contact n'était pas ce que nous pensions. Après cette réponse terrifiante, Anis a décidé qu'il valait mieux d'arrêter là. Il a pris une grande inspiration et a dit « au revoir » à l'esprit, comme il est recommandé de le faire pour clôturer une séance. Mais l'entité ne voulait pas partir. Le verre restait obstinément sur le non. L'air dans la pièce s'était épaissi et on sentait que quelque chose clochait encore plus. À ce moment-là, le verre a commencé à bouger, essayant de quitter le plateau comme s'il voulait se jeter par terre et se briser. Mais Anis, avec un courage que je n'arrive toujours pas à comprendre, a déplacé le verre de force en le guidant jusqu'au au revoir. L'entité n'a pas voulu faire ce qu'elle voulait, mais la sensation que quelque chose de plus sombre planait au-dessus de nous ne nous quittait plus. Les 5 minutes qui ont suivi étaient les plus lourdes de silence que je n'ai jamais vécues. Nous étions tous assis là, incapables de comprendre ce qu'il venait de se passer. Le souffle court, les esprits troublés. Alors, après l'incident avec le verre, Anis a suggéré que l'un de nous aille jeter le verre à l'extérieur pour vraiment clôturer cette histoire. Je sais pas d'où j'ai trouvé le courage,
mais j'ai décidé de l'accompagner. Nous sommes donc allés derrière la maison où nous avons cassé le verre. En revenant, nous avons tous discuté ensemble de ce qui venait de se passer, encore troublés par l'événement. Tout à coup, Asia, la tante de Mehdi, est entrée dans le salon. Elle a commencé à marcher de manière bizarre autour de la table, puis elle s'est retournée vers nous et m'a fixée. Elle m'a demandé si ça allait et j'ai répondu que oui. J'ai les larmes aux yeux tellement j'ai peur. Mais soudain, elle nous a tous regardés et a crié « Khorjo », qui veut dire « sortez » en arabe. On a tous regardé, un peu choqués, et Anis lui a demandé ce qui n'allait pas. À ce moment-là, elle a commencé à rire, mais un rire étrange que je ne pourrais pas expliquer. Puis, tout à coup, elle a arrêté de rire et s'est mise à pleurer, ce qui nous a encore plus déconcertés. Ensuite, elle a relevé la tête et a crié de nouveau « Sortez d'ici !» Nous étions sur le point de nous lever, mais Anis a insisté pour que nous l'écoutions pas, affirmant que ce n'était pas elle qui parlait. Avec un petit sourire en coin, elle a ajouté « Vous ne voulez pas sortir ? Pas de souci. » Puis, elle a commencé à s'approcher de la table. Je sais que ce n'est pas très héroïque de ma part, mais en la voyant se diriger vers le verre du mug cake, j'ai eu peur qu'elle nous le jette dessus. J'ai donc pris Mehdi, mon petit frère, et je l'ai posé sur mes cuisses pour me protéger. Par la suite, Asia n'a même pas prêté attention au verre, donc ouf, j'étais sauvée. Enfin bref, elle continuait de marcher autour de la table et nous la regardions tous, attendant qu'il se passe quelque chose. Petit détail, il faut savoir que les manteaux de tout le monde étaient posés sur une chaise à côté de la table. D'un coup, elle s'est encore retournée vers nous, riant, puis pleurant, tout en nous demandant de sortir. Puis, elle a à nouveau relevé la tête et a crié « Sortez !» À ce moment-là, nous n'avons pas cherché à comprendre et nous nous sommes tous levés pour sortir. En sortant, j'ai essayé de prendre nos manteaux rapidement car il faisait un froid glacial dehors, mais comme par hasard, c'est le mien que j'ai laissé derrière moi. Bref, quand nous sommes sortis de la maison, il y avait encore le portail à ouvrir et devinez quoi ? Il était fermé à clé. Et qui avait la clé ? Asia. Donc, quand nous nous sommes retournés vers la porte, Asia nous attendait dans l'embrasure. Sofiane lui a demandé gentiment les clés du portail et elle est allée la chercher. Au même moment, Anissa se rend compte qu'elle a laissé son téléphone en haut, encore une fois avec un courage qui se manifeste que dans les mauvais moments. Je me propose de monter le chercher en lui disant de bien faire attention à surveiller Asia et à me prévenir si elle revenait. Je monte donc en courant et redescends avec le téléphone. Juste au moment où je sors, Asia revient avec les clés et les tend à Sofiane. Mais lui, il ne veut pas trop s'approcher, alors elle lâche les clés pas très loin d'elle et dit avec un sourire « Oups, elles sont tombées, désolée. » Sofiane décide de s'approcher prudemment pour les récupérer et là, d'un coup, Asia prend un élan pour gifler Sofiane en grognant. Suite à ça, ayant la clé en main, nous ouvrons le portail rapidement et partons d'ici. Anissa a décidé qu'elle ne dormirait plus dans cette maison tant qu'elle ne serait pas purifiée. Nous attendions donc le tram pour rentrer avec Mehdi. Quand tout à coup, Anissa me tend son téléphone et me dit « Tiens, c'est Asia, elle veut te parler. » Je prends le téléphone et là, elle me dit « Allô Maïssa, ça va ?» Je réponds « Oui, et toi ?» Elle me dit « Vous allez revenir avec Mehdi, hein ? Vous allez revenir ?» Sous le choc et effrayée, j'ai répondu « Oui, oui, t'inquiète. » Après l'appel, nous avons convenu de dire à Mehdi que c'était une blague d'Halloween pour ne pas l'effrayer davantage. Je vais essayer de deviner peut-être les questions que vous allez vous poser. Donc tout d'abord, comment j'ai su que l'assiette avait explosé dans la cuisine ? C'est que plus tard, en étant dans la maison avec Mehdi, il me l'a raconté. Qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite pour Asia ? Le lendemain, ils ont ramené un imam qui a purifié toute la maison. Est-ce qu'on est retourné chez elle après ? Oui, mais 4 ans plus tard, et pas sans notre mère. J'espère avoir répondu aux interrogations possibles et je veux juste faire un petit message de prévention malgré que tu le fasses à chaque fois. Ne faites jamais de Ouija. Écoutez, mes pépites, on termine ce thread d'horreur sur cette histoire absolument terrifiante. Mais terrifiante. J'ai eu des frissons tout le long de l'histoire. Ma pépite, ton histoire était incroyable. Ce que vous avez vécu dans cette maison, c'était clairement un film d'horreur, hein. Le film Ouija à côté qui est sorti il y a quelques années maintenant. Pipi de chat. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Elle était incroyable. N'hésite pas à me dire si tu veux passer en live Twitch. C'est avec plaisir qu'on papote ensemble en live par rapport à cette histoire de fou. Voilà mes pépites, ce thread d'horreur est terminé. On se retrouve tout de suite comme d'habitude dans les commentaires pour débriefer sur ces histoires de dingue. Moi je vous dis à demain, 21h pour un autre thread d'horreur. En attendant, protégez-vous
de tout et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. So I guess I need to try the game and see it. And there's no reason to be skeptical or negative about it. I just try it. It seems exciting to try. I'm excited to try. Yeah. Time will most likely lock and open opportunities. Yeah, I feel like it's the kind of game that you're definitely not supposed to get everything out of it in the first playthrough. And I hope that is the case, you know, because I find that a lot of games, they try to maximize for one playthrough only because that's what most people have the time to. But I hope that other playthroughs are interesting enough. You're not a fan of time frame thing if it locks you out of quests?